Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 mars. C'était le jour J pour les parrainages. Au programme confusion, renoncement et dépôt de la dernière heure devant le Conseil constitutionnel. Ils sont finalement 11 candidats à avoir déposé leurs 500 signatures. José Bové est toujours dans l'incertitude. Libre et soulagé, Laurence Tramois et Chantal Chanel ont accueilli avec émotion le verdict de la cour d'assises de Périgueux. 1 an de prison avec sursis pour le médecin et acquittement pour l'infirmière. Les parents de délinquants mineurs sont-ils responsables de leurs enfants? 4 pères de famille risquent des poursuites judiciaires au motif qu'ils n'auraient pas assuré leurs obligations parentales. Une procédure rarissime. Explication dans ce journal. Le salon du tourisme a ouvert ses portes à Paris. Nous irons à la découverte du Vietnam, destination encore protégée. Mais la donne pourrait changer. Le pays rêve de devenir une destination touristique majeure. Enfin de la musique à la fin de ce journal avec une révélation de la pop britannique. Il a 23 ans, est né au Liban, il a grandi en France. Il va falloir retenir son nom. Il s'appelle Mika. Soulagés et apaisés, Chantal Chanel et Laurence Tramois respirent au lendemain de la décision de la cour d'assises de Périgueux. Un verdict clément pour les 2 femmes, acquittement pour l'infirmière, 1 an de prison avec sursis pour le médecin. Après 4 jours de tension dans le box des accusés, l'heure était aujourd'hui à l'apaisement. Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Acquittée Chantal Chanel. Sourire aux lèvres, l'infirmière qui a fait l'injection mortelle à Paulette Druet sort la première. Condamnée Laurence Tramois. Pour le docteur à l'origine de la prescription, la peine est d'1 an avec sursis. Toutes 2 sont soulagées, car elles encouraient 30 ans de réclusion criminelle. J'assume tout à fait ce que j'ai fait en tant que médecin pour cette patiente. Et c'est peut-être ce côté-là qui a fait qu'on m'a donné cette sanction. Beaucoup de joie et de soulagement et une petite pincée au cœur pour Laurence Tramois. Paulette Druet, morte d'un cancer du pancréas en août 2003. Aujourd'hui, date de son anniversaire, elle est dans toutes les pensées. Laurence Tramois et sa sœur étaient des proches. La tristesse du docteur, mais aussi la joie des retrouvailles avec son bébé. Et alors, quand je vais devoir t'expliquer ça dans 10 ans ou 15 ans là, hein, ça va te faire mon loulou. Ouais, mon loulou. Le procès terminé, il faut maintenant se reconstruire. Je pète les plombs. Il faut que j'assure, quoi. J'ai envie de dire, assumer encore une autre épreuve, c'est-à-dire se dire il faut tenir le coup et en tant que médecin, vous voyez, je suis en train de parler du syndrome post-traumatique là. Je veux m'encadrer je sais que ça va me tomber dessus. Tu vois, on est souriant, là derrière ça sourit. Chez l'infirmière Chantal Chanel, on fait la revue de presse. De France ou de l'étranger, les témoignages de soutien se multiplient, les bouquets de fleurs s'entassent. C'est génial. Il y a vraiment des moments très difficiles dans cette histoire et des moments de chaleur humaine vraiment qu'on ne s'imagine pas. L'après-procès, ce sera la promotion d'un livre témoignage pour le docteur Tramois, des vacances pour Chantal Chanel. Toutes 2 reprendront le travail à la fin du mois avec un seul objectif, retrouver l'anonymat. Politique maintenant, c'était le jour J pour les parrainages et il y a eu des incertitudes jusqu'au dernier moment. On connaît donc désormais les candidats qui affirment avoir déposé leurs 500 signatures. Sur les 46 candidats un temps déclarés, ils ne sont plus que 11 aujourd'hui. Voici leurs noms. François Bayrou, Olivier Besancenot, Marie-Georges Buffet, Arlette Laguillet, Frédéric Nious, Jean-Marie Le Pen, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, Gérard Chivardi, Philippe de Villiers et Dominique Voynet. 11 pour le moment et peut-être 12. Un doute subsiste toujours pour José Bové. Et déception en revanche pour Nicolas Dupont-Aignan, le candidat gaulliste et républicain qui a reconnu aujourd'hui ne pas avoir suffisamment de signatures. Afin de lever définitivement tous les doutes, la liste officielle des candidats sera connue lundi. Le temps pour le Conseil constitutionnel de vérifier l'ensemble des dossiers. Récit de cette journée avec Nicolas Châteauneuf et Emmanuel Morel. Une cohue indescriptible. Lorsqu'il arrive au Conseil constitutionnel, José Bové n'a plus que quelques minutes pour déposer de nouvelles signatures. Et lorsqu'il réapparaît sur les marches, le suspense est à son comble. À l'heure où nous sommes, nous ne sommes pas capables de savoir à 3, 4, 5 parrainages près si je pourrais être candidat à la présidentielle ou pas. Notre compte à nous est bon, on pense qu'il est bon. José Bové devra donc attendre lundi soir pour savoir si le Conseil constitutionnel valide ses 500 parrainages. Toute la journée, d'autres candidats ont franchi la ligne d'arrivée.
Marie-Georges Buffet, souriante avec 900 signatures. Olivier Besancenot, soulagé avec 551 parrainages. C'était vraiment très très chaud. Ouais, on a vraiment eu peur. Quant à Frédéric Nious, le candidat chasseur, il crée la surprise et annonce 650 parrainages. Je ne sais pas si c'est dans l'esprit français de s'y mettre au dernier moment justement pour récupérer, mais apparemment l'appel que j'ai lancé a été entendu. Tous les formulaires arrivent ici, sous les combles du Conseil constitutionnel. Ils sont d'abord triés et annotés. PV pour présumés valides. Les non-conformes, 1% environ, sont mis de côté avant enquête. Là, vous avez un formulaire de parrainage qui n'est pas signé. Donc, de toute façon, il est éliminé. Chaque parrainage est vérifié et contrôlé par informatique. Les originaux sont ensuite entreposés dans ce coffre surveillé en permanence. À 18 h enfin, les portes ferment. Et c'est Jean-Louis Debré qui l'annonce. Il est 18 h et donc maintenant c'est terminé. Je vous remercie. Politique toujours avec Ségolène Royal qui souhaite reprendre toute sa liberté dans cette campagne. C'est en tout cas ce qu'elle exprimait hier soir sur le plateau d'À vous de juger sur France 2. La candidate socialiste se sentant un peu enfermée par un parti socialiste qu'elle souhaite entraîner vers une mutation. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui justement qu'elle retrouvait Dominique Strauss-Kahn pour une journée de campagne à Charleville-Mézières. Ils sont ce soir en meeting dans cette même ville. À noter également ce bémol dans le soutien de Simone Veil à Nicolas Sarkozy. Simone Veil qui réagit au projet du candidat de l'UMP de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Dans une interview à l'hebdomadaire Marianne, elle a déclaré, je cite, « Je n'ai pas du tout aimé cette formule très ambiguë. J'aurais préféré parler d'un ministère de l'immigration et de l'intégration. » Nicolas Sarkozy qui a d'ailleurs souhaité répondre à Madame Simone Veil ce matin dans les Hautes-Alpes. J'ai eu Simone Veil qui m'apporte un soutien très engagé, formidable. Chacun a sa propre sensibilité. J'ai vu également toutes les études d'opinion qui montrent que les 2 tiers des Français pensent que j'ai eu raison de parler d'identité nationale. Maintenant, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, c'est pas un problème. C'est gênant pour vous? Quelle est cette position-là? C'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous savez, pour moi, je vois, regardez les sondages que vous faites faire et regardez ce que disent les Français. L'identité de la nation, c'est quelque chose qui est très important. Chacun a le droit d'avoir sa propre sensibilité. À Londres, l'élection présidentielle française, il faut le reconnaître, ne passionne pas encore les foules. Seule une partie bien spécifique de la population s'intéresse de très près à la progression de nos candidats dans les sondages. Ce sont les parieurs. Et oui, après les matchs de foot, de cricket, la couleur du prochain chapeau de la reine, voici venu le temps pour les bookmakers de découvrir Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et un outsider, à leurs yeux, François Bayrou. À Londres, Maryse Burgot. Des parieurs britanniques très concentrés. Ils misent sur des chevaux ou sur des personnages qui eux aussi courent après quelque chose. Sarkozy, Royal, Bayrou, Le Pen, ces sprinteurs français passionnent donc aussi les Anglais. Chez ce bookmaker, 4000 personnes ont déjà misé des sommes d'argent sur l'un ou l'autre de ces candidats. On donne Sarkozy au top. C'est le grand favori, je pense qu'il va gagner. Ségolène ensuite, elle est encore seconde dans la course, mais elle s'éloigne de cette place. Le grand changement, c'est Bayrou. Il arrive de nulle part, il est maintenant un candidat sérieux. Et puis il y a Le Pen, aucune chance. Sarkozy gagnant à 8 contre 13, les parieurs britanniques suivent en fait la courbe des sondages publiés en France. Je suis prêt à vider mon compte en banque et à tout parier sur Sarkozy. Les journaux britanniques expliquent facilement cette vague de paris politiques sans précédent. Des paris dopés par la récente percée de Bayrou et bien sûr par la présence d'une femme dans la course. Tout le monde est fasciné par le fait que la France pourrait avoir une femme présidente. Nous sommes aussi un peu dédaigneux. Nous avons déjà eu une femme Premier ministre, Margaret Thatcher. C'est essentiellement dans leur bureau, sur Internet, que les Britanniques parient sur la politique française. Un divertissement spécialement apprécié dans les quartiers d'affaires. Selon les experts, les parieurs britanniques vont miser près de 3 millions d'euros sur cette élection présidentielle française. C'est 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Économie maintenant avec la mobilisation européenne des salariés d'Airbus, mobilisation contre le plan de restructuration qui prévoit, je vous le rappelle, 10 000 suppressions d'emplois. Le point sur ces manifestations un peu partout en Europe avec Yvan Martinet et David Bress. Power 8, leur ennemi juré.
À Toulouse ce matin, ils sont 6000 à conspuer ce plan de restructuration annoncé par Airbus. Car s'il est appliqué en France, 4500 d'entre eux y laisseront leur emploi. On ne comprend pas ça non plus, on ne comprend pas. On a une conjoncture, c'est qu'on a beaucoup d'avions à livrer, on a des problèmes financiers, il y a quelque chose là, il y a une quelque part. Ensemble, c'est-à-dire que c'est une entreprise européenne, donc tout le monde est concerné, qu'on soit français, allemand, espagnol ou anglais. Car la mobilisation des salariés d'Airbus aujourd'hui a ignoré les frontières. Illustration outre-Rhin, à Hambourg. Les salariés allemands ont quitté leur chaîne de production pour opposer une chaîne humaine aux 3500 licenciements qui menacent leur site. S'il y a un problème avec l'A380, ce n'est pas notre faute, mais celle des dirigeants. Ce sont eux les responsables. Filton, Angleterre. Ici sont produites les ailes d'Airbus. 1500 emplois menacés et un message simple à délivrer. C'est un appel à l'aide. Vous savez, Monsieur Blair, si vous nous regardez, nous avons besoin d'investissements. C'est une manifestation pacifique, alors allez, soutenez-nous. Malgré le fiasco A380 qui plombe les comptes d'Airbus, partout en Europe, ces manifestants comprennent mal cette restructuration, car le travail ne manque pas. Airbus vient d'annoncer une spectaculaire commande. 80 appareils pour Qatar Airways, 22 pour Aeroflot, 23 milliards de dollars pour Airbus. Alors, si Power 8 n'est pas négocié, les salariés menacent d'un coûteux blocage de la production. L'information nous est parvenue en fin d'après-midi. Un incendie a totalement interrompu le trafic des Eurostars entre Paris et Londres dans les deux sens. L'incendie s'est déclaré près d'une gare au sud de la capitale britannique. Le trafic est désormais suspendu jusqu'à demain 18h et concerne ce soir 11 000 personnes à la veille du week-end. On va faire le point tout de suite avec vous, Anouk Borel. Bonsoir, vous êtes à la gare du Nord. De nombreux passagers ont appris la nouvelle donc en fin de journée, c'est cela ? Oui, bonsoir Laurent. Alors ça concerne effectivement beaucoup de voyageurs, mais ils prennent ça ici, en tout cas à la gare du Nord, avec beaucoup de philosophie parce qu'il s'agit de leur sécurité. Et de toute façon, tous les billets seront remboursés ou modifiés. Alors 6 000 voyageurs devaient prendre l'Eurostar ce soir de Londres vers Paris, 4 000 devaient le prendre en sens inverse. En tout, 24 000 voyageurs sont concernés ce week-end. Il s'agit de 30 trains supprimés. Et la raison, vous l'avez bien expliqué, c'est effectivement qu'un incendie s'est déclaré dans un champ au sud de Londres, sur un site sensible, près de la gare. Donc les pompiers ont préféré rester prudents et créer un périmètre de sécurité. Les prochains trains devront donc repartir d'ici, en tout cas à partir de 18h demain après-midi. Alors c'est surtout une mauvaise nouvelle ici pour les supporters et les amateurs de rugby, parce que demain il y a une très grande affiche de rugby, France-Écosse au Stade de France à Paris à 16h30, c'est-à-dire en plein pendant le blocage, et ça risque d'être très difficile pour les supporters écossais de rejoindre la capitale dans les temps. Merci Anouk pour toutes ces précisions. Un chiffre à noter ce soir, la consultation chez le généraliste va passer de 21 à 22 € à partir de juillet prochain. Il s'agit d'un résultat d'un accord entre l'assurance maladie et 2 syndicats de médecins. Depuis hier, c'est la fin de la trêve hivernale. Les expulsions peuvent donc reprendre et selon la Fondation de l'Abbé Pierre, elles concernent cette année plus de 700 000 personnes qui, principalement, n'arrivent plus à payer leur loyer. Exemple avec cette famille menacée d'expulsion dans le Pas-de-Calais. Florence Griffon. En apparence, une petite maison à la campagne, près de Lille. En réalité, une masure humide, sans chauffage ni assainissement. C'est ici que Jean, sa femme et leurs 3 fils vivaient jusqu'à présent. Ils devraient être mis à la porte prochainement. La préfecture les a prévenus. Il y a les enfants, il y a leur scolarité. J'en ai un qui est à Fruges, j'en ai un qui est à l'école à Liévin. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a 1 an et demi, Jean a été frappé d'invalidité et a perdu son emploi. Depuis, il ne touche plus que 700 € d'indemnité pour un loyer de 500 €. La famille ne peut plus suivre. On n'arrive pas à résorber, non seulement on essaye de tout à petit, mais bon, on ne peut pas non plus manger du pain sec. Hein. Mais on essaye, mais on ne peut pas. Au village, la seule maison disponible est plus petite que la leur, pour un loyer encore plus élevé. Cette situation bouleverse les voisins. Nous, au niveau de la commune, si on avait des logements, si on avait quelque chose, on se serait empressé de trouver quelque chose, de les reloger. Mais bon, là, comme on sait qu'il y a la crise, ça manque de logements partout. Je ne sais pas ce que monsieur et madame Sélier vont devenir. Ils passent à travers la route et puis en face, c'est ma maison. Ils viennent chez moi, puis c'est tout.
En 2005, 10 000 expulsions ont été exécutées avec le concours de la force publique, soit une augmentation de 33% d'après la Fondation Abbé Pierre. La loi instaurant un droit au logement opposable ne rentrera en application que fin 2008 pour sa première phase. En attendant, les associations réclament un moratoire sur les expulsions. Elles estiment que certains drames peuvent être évités. Hier, au nord de Quimper, un ouvrier agricole s'est suicidé en mettant le feu à la ferme dont il devait être expulsé prochainement. L'incendie d'une maison de retraite a fait 2 morts la nuit dernière à quelques kilomètres de Nice. Il s'agit de 2 pensionnaires de l'établissement. Le feu a pris au milieu de la nuit dans leur chambre. 7 autres personnes ont été hospitalisées pour intoxication. À Garges-les-Gonesse, ils sont 4 pères d'enfants délinquants à s'être retrouvés cette semaine en garde à vue. La raison, leurs enfants respectifs, tous mineurs, venaient d'être interpellés pour la énième fois. Les parents peuvent-ils dès lors être jugés responsables de leurs enfants? Eh bien, un article du Code pénal le prévoit. Renaud Bernard, Madi Diawara. Il y a 15 jours, à cause de l'un de ses fils, ce père a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Garges-les-Gonesse. Comme je dis, c'est la loi. Ça m'a fait vraiment mal au cœur pour me mettre en garde à vue à cause des problèmes de Daouda. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. À peine 16 ans, Daouda a commis une 50aine de délits. Le dernier en date, un carjacking, un vol de voiture avec violence. Mais malgré sa propre garde à vue, son père n'en mesure pas toute la gravité. Il n'a jamais été à notre école. Comment on va me dire qu'il a volé une voiture? Quand il sort, je ne peux pas le surveiller. Je ne sais pas là où il va ou de quel côté il est. Est-ce que vous vous dites, je n'ai pas été un bon père, je n'ai pas su élever mon fils, le tenir? Non, je sais que j'étais un bon père. Qu'est-ce que vous répondez quand la police dit, vous êtes responsable de ce que votre fils fait? Moi je dis, je suis responsable peut-être comme que c'est mon fils. Mais des choses que vous dites qu'il a fait d'ailleurs, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu aussi. Ça c'est vous qui avez dit qu'il a fait. Ce type de réaction qu'ils disent entendre souvent exaspère les policiers du Val d'Oise. Dans ce dossier, le parquet a désavoué le commissariat et demandé la levée de la garde à vue au bout de 3 heures. Moins de 3 heures de garde à vue, aucune poursuite. Pour moi, c'est pas la grosse affaire. La grosse affaire, ce sont les faits qu'ont commis les jeunes délinquants de Garges-les-Gonesse. Les parents ne sont pas tous laxistes, tempère l'avocate d'un autre père placé en garde à vue dans la même affaire. Certains m'ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas attacher mon enfant chez moi, on l'empêche de sortir. Maintenant, ce sont des parents aussi qui travaillent, donc ils ne sont pas 24 heures sur 24 chez eux avec leurs enfants attachés, scotchés. Difficile de faire pression sur les parents. La mise sous tutelle des allocations familiales est lourde à mettre en œuvre. Quant aux poursuites judiciaires, elles aboutissent peu. 14 peines de prison prononcées en 2005. Pour ce magistrat, la justice doit se concentrer sur les mineurs multirécidivistes. Des mineurs qui sont des récidivistes dans l'âme, qui n'ont pas envie de travailler, ces gens-là, il faut les sanctionner. Donc mettons en place, pour ce petit noyau dur, une véritable structure pénitentiaire. La première prison pour mineurs jamais construite en France ouvrira ses portes en juin prochain. Quant aux moyens efficaces de responsabiliser les parents, le débat est loin d'être terminé. L'association Reporters sans frontières a voulu dénoncer aujourd'hui la mort de 153 journalistes sur le sol irakien depuis le début de la guerre, et cela dans, je cite, l'indifférence générale. C'est symboliquement que le même nombre de manifestants a brandi des portraits de professionnels connus des médias français derrière une banderole. Et si c'était en France, un rassemblement qui s'est déroulé à Paris sur le parvis des droits de l'homme. Contrairement à l'idée reçue, voyons maintenant que l'artisanat est un secteur qui se porte bien, créant chaque année près de 100 000 emplois. Et pour redorer leur blason, les artisans lancent à partir d'aujourd'hui une campagne de communication résolument positive. Marion Pilas et Jean-François Monnier. Bonjour. Chez ce pâtissier traiteur haut de gamme, la clientèle ne manque pas. Ce qui manque surtout, c'est les salariés. Une chance pour ceux qui arrivent sur le marché, en cuisine, des jeunes encore en formation et déjà au fourneau. Je savais qu'il y avait beaucoup de débouchés et que c'était un métier, si on s'investissait, on pouvait travailler sans aucun problème. Chaque année, le patron embauche en moyenne 6 personnes. La difficulté que nous avons, c'est souvent de recruter des jeunes. Et parfois, il arrive au mois de septembre ou octobre, quand les contrats d'apprentissage sont faits, que les rentrées scolaires sont faites, j'ai encore des offres à pourvoir.
Même difficulté dans les autres secteurs. L'artisanat souffre d'un déficit d'image. Résultat, les patrons redoublent d'arguments pour convaincre les candidats. Ce jeune fleuriste tout juste débutant gagne 1 500 € par mois et ses objectifs sont déjà clairs. M'améliorer sur Paris et puis après avoir ma propre boutique. Et voici monsieur, je vous remercie. Depuis 7 ans, l'artisanat c'est un quart des créations d'emplois. 430 000 nouveaux postes. Un boulanger, un pâtissier, un chocolatier formé en France par apprentissage est sûr non seulement de trouver du travail, mais de faire fortune s'il part à New York ou à Tokyo. Dites-moi s'il y a d'autres secteurs qui proposent ça aux jeunes. Dans un paysage de l'emploi plutôt maussade, pas étonnant qu'un Français sur 3 souhaite devenir un jour artisan. Le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes hier pour 4 jours à Paris. Parmi les nouvelles destinations à la mode, le Vietnam, longtemps préservé. Le pays rêve de s'ouvrir au tourisme de masse. Pour cela, il a fait appel à de nombreux investisseurs étrangers. Exemple sur l'île de Phu Quoc avec le reportage de Pascal Golomer et Sylvain Guillaume. Tout y est. Les cocotiers, les plages de sable blanc et la mer à 30 degrés. Il y a même parfois quelques invités imprévus. C'est tout le charme de Phu Quoc, l'île la plus au sud du Vietnam. Un petit coin de paradis d'autant plus séduisant qu'il reste encore méconnu. On avait besoin de repos, de soleil, de s'arrêter tout simplement. Dans un endroit qui est calme et beau. Gérard et son épouse ont même choisi d'y vivre toute l'année. Ils ont ouvert un petit hôtel au bord de la plage, quelques bungalows dans un grand jardin qu'ils ont construit patiemment. Il y a 11 ans, il n'y avait vraiment personne. Donc moi j'avais construit ma maison et c'était un rêve. Je faisais le Robinson Crusoe. Et c'est ce que les gens veulent encore retrouver aujourd'hui. Ouais, mais bon, avec un minimum de confort quand même. Une île à l'écart du monde. Mais pour combien de temps encore? Car les projets d'hôtels, les pieds dans l'eau, se multiplient. On construit, on s'agrandit, et ce n'est que le tout début. Les dirigeants communistes vietnamiens veulent faire de Phu Quoc un pôle touristique de renommée mondiale à l'horizon 2020. Dans la capitale de l'île, sur le marché, tout le monde a entendu parler de ces hôtels 5 étoiles, de ces golfs, de ces casinos qui pourraient bientôt sortir de terre. Mais on sait aussi que cela coûtera cher. Nous attendons que les investisseurs étrangers arrivent pour que le projet soit vraiment bien ficelé. Les autorités promettent que les candidats, américains, européens, ne manquent pas. Et elles rêvent de créer un nouveau Bali. L'an dernier, nous avons accueilli 250 000 touristes. Dès 2010, nous voulons multiplier ce chiffre par 5 ou par 8, si cela est possible. Tout au sud de l'île, les terrains à bâtir sont déjà réservés. Ne manque plus que les bulldozers. Les propriétaires locaux, eux, attendent de l'État leur indemnisation. Quant aux Robinson, amoureux de plages désertes, ils ont encore un peu de temps devant eux pour savourer leur tranquillité. Mais à Phu Quoc, le compte à rebours est lancé. Voici maintenant une station de ski pas comme les autres, elle est écolo. Arèche-Beaufort en Savoie a su en effet préserver son environnement. Ici, pas de modification des pistes pour protéger les alpages et surtout sauvegarder l'autre richesse de la station, son célèbre fromage. Explication Agnès Monteux, Guillaume Michel. Certains l'appellent le petit Tyrol français, une image sauvage que le Beaufortin défend, mais pas toujours facile pour les bleus en ski qui voient souvent rouge. Pour les skieurs vraiment débutants, la station n'est pas forcément la meilleure, parce que il y a quand même une majorité de rouge et voire de bleu, mais qui sont quand même assez costauds. Car ici, le relief est naturel. Pas question, à coups de bulldozer l'été, de trop modifier la montagne pour le plaisir des skieurs. Les pistes qui sont derrière moi, c'est la montagne d'Arèche depuis 200 ans. Les pistes dans une grande station, c'est des bosses qui sont gommées, des fortes pentes qui sont atténuées. L'hiver, la montagne est aux touristes. L'été, place aux vaches. Il ne faut surtout pas abîmer les alpages, contrarier ces championnes qui permettront de fabriquer le trésor de la région. 8 mois de soins pour affiner le roi des gruyères, le Beaufort. Ici, avec encore 80 éleveurs, on a su partager, développer une autre activité que le seul tourisme. On a imaginé cette forme de développement durable en ayant ces deux activités qui, encore une fois, sont très complémentaires, mais qu'il faut maîtriser
Parce qu'en théorie, c'est l'idéal. En pratique, il faut éviter qu'il y en a une qui prenne le dessus sur l'autre. Alors on essaie aussi de faire du tourisme autrement. Encourager les gens par exemple à se lancer dans le ski de randonnée, accompagné d'informateurs pour ceux qui n'ont pas un excellent niveau. Il n'y a plus de bruit, de remontées, de gens qui skient à côté de nous. On est au milieu de nulle part, donc c'est aussi ça le côté sympa de la randonnée, quoi. Après l'effort, même le réconfort peut être écolo. Dans ce gîte, eau chaude et électricité viennent du soleil et les repas proposés peuvent être entièrement bio. C'est du pain maison avec un petit mélange fait de purée d'amandes, de soja et d'échalotes hachées. Hein? Non, moi je vais pas prendre. Merci. Madame. Une initiative encore rare pour s'assurer des vacances respectueuses de la nature. À la neige et au beau temps. À demain pour l'apéro de demain. Ce sont les meilleures écoles de musique, celles qui font référence, les conservatoires. Leur but n'est pas seulement de former de futurs professionnels, mais aussi des mélomanes avertis. On les imagine parfois sévères, pourtant on y donne sa chance à chacun, comme ici à Montauban. Isabelle Lelion, David Bress. À Montauban, le conservatoire est une école de l'excellence, mais ouverte à tous. Pour y entrer à 5 ans, il suffit d'avoir envie. Quand on a rencontré le conservatoire, j'ai dit qu'il aimait bien le violon, alors on s'est inscrit. C'est mes parents qui voulaient, moi j'aime bien ce cours, alors j'aimerais bien rester ici mais pas changer de cours. Ici, la fierté d'un professeur n'est pas seulement de révéler un brillant élève, mais de guider chacun dans son apprentissage. Un élève qui n'est pas doué du tout, mais qui aime et qui a envie de continuer, et qu'on arrive à amener à un certain niveau, ça donne beaucoup de satisfaction aussi. Pour Jeanne, bientôt en fin d'études, une dizaine d'années de conservatoire se résument en beaucoup de plaisir, mais au prix d'un vrai travail. On travaille d'abord pour soi, mais aussi pour son professeur, pour l'honorer lors des auditions, si possible avoir les meilleures notes possibles. Donc je pense que ça nous implique énormément envers nous-mêmes et envers les autres aussi. Au minimum 2 heures de cours par semaine, du travail personnel tous les jours à la maison. La discipline est exigeante. 850 élèves, chaque année une dizaine deviennent professionnels. Beaucoup arrêtent en route à l'entrée au collège ou au lycée. Si on doit absolument travailler beaucoup pour maintenir un niveau scolaire, c'est sûr qu'il faut faire des choix. C'est sûr que ça demande du travail parce que c'est un peu rébarbatif. Puis après, bon, on commence à s'améliorer, puis on est intégré dans des orchestres et après là, ça plaît et c'est vraiment intéressant. Appelés régulièrement à se produire, ceux qui persévèrent vont faire vivre la musique dans toute la ville. Le bonheur des jeunes a été d'accompagner le chanteur Benabar lors d'un festival à Montauban. Ici, le classique ouvre tous les horizons. Sport, l'équipe de France de rugby est toujours en course pour remporter le tournoi des 6 nations, et cela malgré la défaite de la semaine dernière à Twickenham. Les Bleus rencontrent l'Écosse demain au Stade de France. Match sans son buteur David Scrella blessé. Nathalie Dorinxien, Christophe Vignal. Même à l'entraînement, il se dépense sans compter. Le dernier match du tournoi, c'est aussi une des dernières occasions de se montrer. Bernard Laporte sait qu'il peut compter sur des joueurs particulièrement réceptifs et motivés. Ça s'appelle l'effet Coupe du Monde. 30 postes à pourvoir et beaucoup de postulants. Remplaçant hier, titulaire demain, Imanol Arinordoki court après du temps de jeu. Il veut faire valoir ses qualités. C'est sûr que même si on n'a pas beaucoup de temps de jeu, il faut essayer de donner le maximum et de rendre la copie la plus propre possible. Dimanche dernier, le match de Twickenham face aux Anglais a laissé des traces. Une défaite, un blessé et quelques illusions. Demain, les Bleus, sans David Scrella, présenteront encore un nouveau visage. 4 changements. Comme à chaque fois depuis le début du tournoi, l'entraîneur essaye, modifie, peaufine, à la recherche des 15 garçons les plus efficaces lorsqu'ils portent le maillot. Pour ceux qui étaient en Angleterre et qui le reportent à nouveau, de se racheter par rapport à ce mauvais match. Et puis pour ceux qui ont une nouvelle chance de se montrer en quelque sorte, forcément une grosse opportunité de participer à ce tournoi et de le gagner. Entre la Coupe du Monde et la victoire dans le tournoi, le 15 de France a de la pression à revendre. Laporte joue avec les nerfs. À l'entraînement en tout cas, les joueurs semblent prêts. Ça tombe bien. Leur place en Coupe du Monde passe par une victoire dans le tournoi et donc un succès sur l'Écosse.
Un mot de football, les clubs français n'ont plus de représentants en Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain s'est incliné hier soir au terme d'un match plutôt courageux. Le Benfica Lisbonne a inscrit le but libérateur à la 88e minute sur penalty. Paris qui jouera gros dimanche en championnat de France face à Rennes. Objectif bien sûr, le maintien. Voilà ce penalty. Musique et une découverte pour le grand public avec Mika. Son nom ne vous dira peut-être rien et pourtant vous n'allez pas pouvoir y échapper. Ses mélodies et son univers coloré, 13 années 70, ont fait en quelques mois de ce jeune chanteur la véritable coqueluche du monde de la pop. Olivier Lenuzza, Mathieu Birden. Les filles craquent. Les garçons chavirent, le monde de la mode se l'arrache. Ils chantent, composent, numéro 1 dans toute l'Europe. Il fait sale comble partout, comme ici à Dublin. Il mélange la pop, le rock, et on voit qu'il vient du classique. Son jeu de piano est si beau. Il est né à Beyrouth en 1984, au plus fort de la guerre qui déchire le Liban. Un an après sa naissance, sa famille se réfugie en France. À 9 ans, il quitte Paris, rejoint Londres. Ah, j'oubliais, son passeport est américain. Quand j'habitais à Paris, on écoutait Férouz et Kalsoum et la musique égyptienne, et après on écoutait Serge Gainsbourg et Nina Simone. Alors je me sens comme si je peux, comme si j'ai la facilité et le droit de mélanger tous les éléments de toutes les cultures. Ça se passe avant chaque spectacle, c'est un peu ridicule. Les plus grands producteurs se sont battus pour lui faire signer un contrat. Lui ne se prend toujours pas au sérieux. On fait le cirque, on fait les clowns. Un clown qui rejoint le Royal Opera à l'âge de 10 ans, le Royal College of Music à 19, respect. J'ai eu mon contrat pour faire cet album au même temps que j'étais au Royal College of Music en train d'étudier le Bach et Fauré. Il devait embrasser une carrière lyrique, il a épousé la pop. Il flirte avec Freddie Mercury, convole avec les Bee Gees. Et si Mika était tout simplement inclassable. Une exposition de photos de stars, ou plutôt de leurs poubelles. Pendant 15 ans, 2 paparazzi ont en effet récupéré les objets du quotidien jetés par des vedettes hollywoodiennes. Rien de mieux selon les photographes pour tenter de cerner leur personnalité. Emballage de nourriture, lettres déchirées, shampoings ayant appartenu à Madonna, Clint Eastwood ou encore à Tom Cruise. Des images à découvrir à la Maison européenne de la photographie à Paris. Isabelle Bechler, Olivier Robert. Pascal et Bruno, paparazzi de leur état, sont fétichistes à leur manière. Dans leur studio, des malles remplis de poubelles de stars. Le tout Hollywood est là, en creux, côté détritus. Leur projet photographique pourrait s'appeler « Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es ». D'abord, il faut voler les poubelles et analyser leur contenu. Ici, celle de Charlize Theron. Super belle plante sud-africaine, Oscar 2003 de la meilleure actrice. La star, désormais californienne, a adopté les modes de consommation américains. Ça, plus les paquets de cigarettes, elle a dû arrêter très vite, parce qu'il y a 3 paquets vides et ceux-là, ils sont pleins. De l'autre côté. Les 2 compères ont décidé de transfigurer les regatons de la belle. Fond de velours noir, boîte à lumière et chambre photographique, et l'ordure devient bijou. Pas de détails scabreux, mais de la belle et bonne intimité de celle qu'on cache habituellement. Le côté marrant des trucs, c'est qu'on se transforme en éboueur et qu'on est obligé un peu de pousser un peu les homeless qui sont là, qui vont fouiller dans les poubelles. Parce qu'eux, ils n'ont pas le même intérêt que nous, puisqu'ils vont chercher un peu de nourriture, des choses à revendre. Mais nous, c'est pas ça. C'est pas illégal. Parce que de ramasser les poubelles, ce n'est pas illégal, heureusement. L'intimité des stars sur les 6 messes d'un musée. Intimité exposée, images trash, devenues artistiques. Ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Ça, on l'a pas remarqué, c'est les poires au sirop, c'est Sharon Stone. J'ai les produits Paul Newman, des sauces Paul Newman chez Liz Taylor et chez Cindy Crawford. C'est vrai que là, ça aurait
certainement fantastique de faire les poubelles de Ségaud, de Sarko ou de Nicolas Hulot pour voir si c'est un vrai écolo. Nos deux paparazzi vont quitter les stars pour poursuivre leur archéologie contemporaine dans une quarantaine de pays du monde, comme ici, en Chine, à Shanghai. Leurs prochaines victimes seront anonymes. Pour finir, cette image du sourire d'Amélie Mauresmo, aux côtés de Jacques Chirac, le chef de l'État qui a nommé la joueuse de tennis chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel et promu également Jacqueline de Romilly, Jean-Louis Etienne, Michel Cotta ou encore le rabbin Joseph Citruc. Tout cela lors d'une dernière cérémonie de remise de décoration à l'Élysée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, suivie du point route de Valérie Maurice. À 20h50, une soirée de polar avec PJ, puis avocat et associé. Demain à 13h, Olivier Galzi. Je vous retrouve demain à 20h. Belle soirée à vous.